Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Menegali et vous écoutez Let's Take About, une série de podcasts proposés par CGI, disponible sur pepperjam.lu. Expert du numérique et des nouvelles technologies, CGI décrypte ici pour vous la tech, ses actualités et ses enjeux. Elle est sur toutes les lèvres et dans tous les esprits, celui des professionnels comme celui du grand public. Elle inspire de la crainte mais autant d'enthousiasme et soulève en tout cas beaucoup de questions. Elle s'appelle ChatGPT, Midjourney ou Google Bard pour les plus connus. Vous l'avez compris, c'est d'intelligence artificielle que nous parlerons aujourd'hui. Après un premier épisode que je vous invite à écouter sur les origines de l'IA ainsi que notre rapport à cette technologie et sa supposée capacité créatrice, le sujet d'aujourd'hui sera son intégration au sein du développement de l'entreprise et les développements récents que proposent des experts du sujet, à l'instar de CGI. Pour nous éclairer justement sur cette question, j'accueille à nouveau Gilles Simbalista en visioconférence depuis Luxembourg. Gilles qui est vice-président et conseil expert Data Science AI au sein de CGI. La grande question générale, l'IA dans le business, pourquoi faire? Question un peu naïve mais qui s'impose. Non, l'IA, je vais faire encore une fois, je vais reprendre appui sur les différents arguments que j'ai distillés depuis tout à l'heure, mais principalement, c'est l'accélération, donc c'est le temps, en fait. Notre civilisation, on le voit bien, c'est tout vite, tout de suite, en quelques clics, ça n'a pas beaucoup changé. Ça accélère, alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais en tout cas, on s'aperçoit que l'IA est un effet de levier gigantesque sur le temps, en réalité. Je peux prendre un exemple, un outil de gestion de tickets. Donc, typiquement, j'ai un problème informatique, je m'adresse à l'office qui s'occupe de cela. Le call center, en fait, c'est ça? Oui, oui, c'est cela. Et puis, je lui envoie un papier libre finalement dans ma langue pour essayer d'expliquer mon problème, pour qu'il arrive à le résoudre. Bien, les anciennes générations d'outils permettant de retrouver des cas similaires dans le passé, me permettant d'inscrire beaucoup plus vite le dossier, prenaient des temps très, très importants pour des questions de volumes colossaux. Quand on a 1 million d'appels par semaine, on voit bien qu'on a des problématiques humaines considérables. Eh bien, on s'aperçoit que l'IA accélère cela, et on sous-traitait une partie toute seule. Et donc, on optimise finalement, j'ai envie de dire, la bande passante de l'humain. Alors, au profit, encore une fois, pas dans un premier temps de sujets directement à très, très forte valeur ajoutée, mais plutôt pour susciter la créativité et assister dans la collecte de l'information, de la synthèse d'informations, de l'accès direct à l'information essentielle, la singularité que l'on cherche dans un texte, par exemple. Eh bien, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique de travailler avec ce type de technologie. C'est en ce sens que le business nous appelle, donc sous forme de nouveaux chatbots, par exemple. Les chatbots d'ancienne génération sont pour moi morts, tout simplement puisque, je ne sais pas si vous connaissez, même s'ils sont très, très bien faits, au bout de 5-6 questions, on commence à être un peu fatigué. Là, je pose une seule question et la probabilité que j'ai déjà la bonne réponse en une seule question est très, très, très forte. Donc, on voit bien qu'ils sont, encore une fois, dans les contraintes qu'on a évoquées avant. Il y a une forte tendance du marché à nous demander de refaire les chatbots avec cette nouvelle génération. Globalement, tout ce qui est générer des opérations marketing aussi, générer des contenus, des fiches produits. Vous savez, quand on est Amazon et qu'on a des milliards de références ou des millions de références, taper les descriptifs produits, ça peut commencer à être très très cher en temps humain. Eh bien, je ne veux pas le supprimer, mais on peut les améliorer, en tout cas celles qu'on ne pourrait pas faire de toute façon, les générer, les proposer. Et ça, c'est que le début de l'histoire, puisqu'on parle énormément de texte là, depuis le début de notre échange, mais on commence à travailler, on travaille déjà plutôt pas mal d'ailleurs les images, les vidéos, et GPT-5 annonce la capacité de réaliser un film entier, bande son, film, musique, etc. Donc, c'est que le début de la route aussi. Je la vois très, très positive, et le marché est là, oui, il demande énormément. D'abord, dans un premier temps, de comprendre comment ça marche, bien sûr, de comprendre les risques qui sont liés. C'est un petit peu l'exercice qu'on vient de faire ensemble, et pour servir quels enjeux de l'entreprise. Et je vous les rappelle, l'enjeu, c'est le temps et la qualité, essentiellement. D'où la nécessité vraiment d'établir, j'imagine, une stratégie solide qui connecte les enjeux business avec l'outil. Oui, c'est la bonne méthode. Dans la plupart d'ailleurs des projets informatiques, on oublie un petit peu de se raccrocher, entre guillemets, alors que ça devrait être l'inverse. C'est l'enjeu qui devrait générer le cas d'usage. J'ai fait exprès de faire cette erreur de langage, mais en réalité, si vous adressez directement votre direction, votre service, pour quel enjeu il travaille, c'est difficile de l'exprimer ainsi. Donc effectivement, vous avez raison. Ce qu'il faut d'abord, c'est établir pour quel enjeu. Typiquement, l'outil de ticketing, c'est gagner du temps. Voilà.
Aujourd'hui, on a une masse de tickets, par exemple, qu'on ne peut pas traiter. Et ben là, on va pouvoir les traiter. Donc, l'enjeu, c'est ça, c'est de satisfaire le client. Vous voyez, au bout du bout, c'est la satisfaction que l'on cherche avec un temps acceptable de réponse à une problématique. Mmh. Donc ça, la définition des enjeux est clé. La deuxième étape qui est très importante aussi, c'est de déterminer est-ce que je suis en capacité d'aller toucher les étoiles avec cette technologie? Autrement dit, est-ce que je coche toutes les cases des prérequis nécessaires? Notamment, est-ce que j'ai conscience de l'effet de levier que ça va avoir sur mon organisation? J'ai fait exprès de le prendre en premier cas. Est-ce que j'ai conscience que j'ai besoin d'un certain niveau de qualité et de quantité de données? Le machine learning, encore une fois, tel l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, est assez répétitif. Lui, la seule clé, c'est des données de qualité en entrée. Donc, si on en a très peu, l'espoir de bonne performance est assez faible, forcément. Mmh. Et puis aussi une vraie volonté, un sponsoring. C'est le dernier point que je voulais évoquer, parce que ça se passe au niveau des enjeux, donc plutôt d'un sponsoring de bon niveau, puisque ce sont des enjeux qui donnent lieu à des cas d'usage qui sont parfois un peu expérimentaux. Et donc, il faut aussi avoir confiance pour y aller, tester, et puis apprendre sur ce chemin de cette nouvelle technologie. Je parle de l'IA générative cette fois-ci, Mmh. progressivement, pour pouvoir justement avancer et se transformer avec nos clients. Ouais. Si j'essaye de lire entre les lignes, l'intégration de l'IA dans l'entreprise impose de toute façon, un change management. Si je Oui, en réalité, c'est l'intégration d'un produit informatique industriel, tout simplement. Mmh. Que ce soit de l'IA ou de la business intelligence ou du reporting, peu importe, c'est exactement le même sujet à chaque fois. On a des considérations techniques à avoir, la faisabilité, la potentialité. On a évidemment le cœur du sujet à traiter, donc la fameuse solution que l'on doit développer. Et vous avez raison, il y a deux autres piliers. Je vais analyser le modèle opérationnel actuel, c'est-à-dire les rôles, les fonctions et les responsabilités telles qu'elles sont aujourd'hui et telles que je pourrais les projeter dans une organisation cible. Eh bien, cette liaison, c'est le dernier pilier que vous évoquez. On l'accompagne d'un change management en fonction évidemment de l'impact pressenti du projet. On ne parle pas des micro-projets, mais sur les projets à fort impact, eh bien, on a un risque très important d'avoir un manque d'adhésion à la solution finale si on n'a pas la dernière solution industrielle, si on n'a pas ces échos, ces retours dès le début de non, ça c'est trop technocratique, la réalité elle est là, et typiquement dans un cas concret, plus positif celui-là, eh bien il n'y avait pas un endroit où on pouvait optimiser mais trois, avec le même outil. Donc il y a aussi cette notion de généricité qui permet de traiter plus de sujets que ce qui était forcément prévu au départ. Mmh. Alors du coup, la grande question que j'aimerais vous poser, mais vous allez voir, je la pose très rapidement, c'est, est-ce qu'on peut se reposer sur la data science pour guider le développement d'une entreprise? Est-ce que c'est raisonnable de se reposer sur la data science? Alors, moi, j'ai ma conviction personnelle et puis quelques exemples. Je pense que l'histoire des data centrés, en fait, c'est ça que vous évoquiez. Il faut être data centré pour pouvoir progresser et faire croître l'entreprise. La réponse est oui, de mon point de vue. La plupart des sociétés qui sont très, 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 très matures au niveau des data accèdent à des fonctionnalités dont vous n'auriez même pas espoir. Je vais prendre un exemple sans le citer par contre. Quand on est capable de stocker l'ensemble des interactions que l'on a avec nos clients, toutes les interactions, que ce soit par téléphone, que ce soit par email, que ce soit sur le web, que tout cela s'est consolidé dans un référentiel unique finalement, eh bien on est capable de faire ce que je vous évoquais tout à l'heure, de faire du prescriptif. On est capable de lui recommander ce qu'il va avoir besoin sans même qu'il en ait encore conscience. Je pousse un peu loin, j'imagine, mais sur le principe, c'est ça. La data va driver votre connaissance autour de vos clients déjà. C'est une manière très importante à 360 degrés. Je refais écho aux grands vendeurs à distance. C'était ça la clé, des segmentations et de l'hyper-personnalisation. Si vous voulez aller vers de l'hyper-personnalisation, on va vers le commerce de précision de toute façon, eh bien, vous êtes obligé d'avoir la donnée et donc d'être data-centré. Et donc, comme corollaire, d'avoir une donnée de qualité orchestrée et à disposition et disponible. Et donc, on parle de gouvernance de données, c'est ça qui est derrière. Et donc, encore une fois, si on n'a pas les prérequis, c'est assez compliqué d'avoir un outil ou un produit qui embarque de l'IA ou de la data science à son plein potentiel. C'est très rare. C'est même souvent le problème est dans la donnée plutôt que dans la modélisation d'ailleurs. Mmh. Et qu'en est-il des acteurs de la question, c'est-à-dire la question des compétences de ces opérateurs, des connaissances métiers? Comment tout ça s'articule dès qu'on commence à insérer l'intelligence artificielle dans le process?
Alors, c'est comme toute nouvelle innovation, en fait, hein, on va essayer de la lancer, hein, nous, ça fait déjà 2 ans, hein, qu'on travaille sur la partie générative, mais et l'IA étant lancée déjà depuis de nombreuses années. Mais sur le principe, c'est le suivant. C'est que la première chose, c'est les talents. Donc, le premier pilier pour réussir à investiguer ou pour développer ce type de sujet, mais c'est d'avoir les bonnes compétences. Encore une fois, on a un raccourci, c'est de penser que la data science n'est pas un métier en tant que tel, mais ça peut être parfois, je l'entends, hein, donc je le dis, une excroissance ou une spécialisation de l'IT. C'est pas le cas. Ou à l'inverse, côté métier, puisque le data scientist est pile à la frontière de ces deux routes-là, de ces deux pays, c'est le métier. Et le métier, lui, il a une connaissance profonde de son métier lui-même. Donc, c'est pas le même langage, c'est pas les mêmes problématiques non plus. Eh bien, c'est pas non plus une spécialisation du métier qui va fabriquer un data analyst, qui va espérer devenir un data scientist. Non, il y a des formations spécialisées. Donc, le premier pilier, c'est vraiment les talents et les compétences associées. Le deuxième, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est le sponsoring de haut niveau et c'est l'accompagnement. Nous, il est salué, comme vous le savez, par l'investissement d'1 milliard de dollars canadiens dans l'IA pour pouvoir développer ces sujets. Le troisième pilier, si je peux dire, eh bien, c'est les assets, c'est ce qu'on appelle les démonstrateurs ou même encore plus développé chez nous, notre côté éditeur. Donc, nous avons une 60aine de solutions qui tournent chez nos clients actuels. Eh bien, on se pose la question, est-ce qu'on n'a pas intérêt à revisiter toutes ces fonctions pour pouvoir savoir, si ça a un intérêt de les augmenter avec de l'IA et de la data science, et d'estimer aussi la complexité et la faisabilité, et de le faire. Ce qui nous permettra de mettre à disposition de tous nos consommateurs actuels de nos outils des nouvelles fonctions qui gravitent autour de ces nouvelles technologies. Donc ça, c'est un effet de levier très rapide. Pour nos clients, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de démonstrateurs pour les inspirer et pour les aider à faire des bons choix. C'est ce que vous appelez les squads chez CGI, c'est ça? Alors, les squads, non. Les squads, c'est un autre sujet. C'est notre capacité à proposer des squads ou des équipes personnalisées en fonction des compétences requises au bon moment. C'est-à-dire qu'une tendance, c'est j'ai besoin d'un data scientist, c'est pas forcément la bonne question. En réalité, c'est quoi le sujet? Peut-être que vous avez besoin d'un petit architecte aussi, même pas longtemps. Peut-être que vous avez besoin d'un spécialiste du change management parce que là, l'impact pressenti, il est très, très fort. Et donc, c'est simplement muscler une équipe projet pour optimiser ses chances de succès dans un temps réaliste, on va dire. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, l'approche squad dont je vous avais parlé, c'est cette personnalisation de nos équipes et de nos compétences au profit de nos clients. Ça nous permet vraiment d'être assez optimisés sur les sujets, on va dire. Vous avez commencé à répondre à la question suivante, mais j'aurais voulu savoir comment vous, de votre côté, chez CGI, vous progressez sur la question de l'AI, et notamment pour la constitution de ces squads. Comment procédez-vous? Donc, je refais écho à ces outils que nous sommes en train de réévaluer, mais pas que, vous avez raison. On a aussi une équipe de chercheurs, une quinzaine de chercheurs, qui travaillent sur des sujets, mais pas avec le même modèle que nous, hein, vous le comprenez, puisque leur objectif à eux, c'est de trouver le best of breed. Et donc, on les a intégrés dans notre organisation afin de travailler en commun sur des sujets sur lesquels ils peuvent être force de proposition, aussi limitatifs en disant non, ça, c'est pas possible à date. Hein. Donc, ça nous permet aussi, grâce à ces chercheurs qui publient à l'international des publications d'ailleurs étoilées, c'est-à-dire reconnues par leurs pairs, d'aller plus vite, de capitaliser sur leurs recherches au cours de la route pour pouvoir tout de suite les mettre à profit lorsque ça fait sens auprès de nos clients et de nos prospects. Oui, vous avez raison. Et je pense que quand on est dans une phase d'innovation aussi de ce type, c'est important d'avoir aussi ces éclaireurs qui nous permettent de nous aider à accélérer et surtout aussi nous alerter sur, par exemple, la consommation énergétique d'une manière beaucoup plus précise. Les modèles, on les travaille avec eux pour essayer de proposer à nos clients des choses responsables et adaptées à leurs problématiques. Oui. On voit aussi, alors vous en avez parlé tout à l'heure, il y a des co-investissements avec certains clients, je crois, certains partenariats aussi. Est-ce qu'on peut revenir sur ces deux dimensions? Alors oui, vous avez raison. Il reste aussi une manière de développer ce type de technologie. C'est de s'apponter sur des grands éditeurs de type GAFAM. Hein. Encore une fois, hein, on n'a pas de velléité à construire notre propre langage, notre propre modèle de langage. Hein. C'est pas du tout notre vocation. On n'est ni des linguistes, ni etc. C'est pas du tout notre mission.
Donc, on est obligé d'aller s'apponter à des sociétés qui l'ont déjà mené, de type Google, de type OpenAI, de type Facebook. L'idée étant de se dire, on va plutôt pré-tester les modèles pour pouvoir choisir l'optimum pour nos clients, mais pas que. Nous développons aussi nos propres modèles internes, beaucoup plus limités, évidemment, mais complètement adaptés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à la problématique du client. Donc, on revient dans des dimensions et des temps de calcul acceptables, complètement acceptables, voilà, d'un point de vue RSE également, avec des performances qui sont moins spectaculaires, mais en même temps, quand je suis chez un client banque, je ne suis pas sûr que j'ai besoin d'avoir des informations sur un magasin de bonbons, par exemple, vous voyez, je fais exprès, hein, et donc, encore une fois, ça fait sens de rester dans le périmètre de ce dont j'ai besoin pour œuvrer, en fait, en réalité. Donc, effectivement, il y a un autre type de partenariat que l'on engage, encore une fois, parce que on a envie de progresser très vite et nos clients nous appellent pour cela. Eh bien, c'est les co-invest, hein, les investissements en commun avec nos propres clients, nos grands comptes, hein, bien sûr, dans un premier temps, afin d'accélérer, de mettre en commun et puis aussi de découvrir certains sujets sur lesquels on a encore des doutes sur la faisabilité. Donc, c'est un bon moyen aussi d'expérimenter en format gagnant-gagnant avec nos clients, en répartissant un petit peu le risque et surtout le succès, puisque, encore une fois, on ne va pas trop tester des choses pour lesquelles, eu égard à notre équipe de chercheurs, on sait que la voie va être trop longue, hein. Voilà. Bien sûr. Juste avant de conclure, Gilles, j'aurais voulu savoir quelles solutions concrètes vraiment CGI propose à ses clients aujourd'hui sur la question de l'intelligence artificielle, évidemment. Alors, on propose l'offre est très très large, hein, donc je vais essayer d'en faire un résumé assez rapide. Il y a deux types de maturité aujourd'hui, parce que c'est une innovation qui a été tirée encore une fois par l'IA générative, hein. Donc, l'IA a été tirée au sens large avec l'IA générative. Donc, la première chose, c'est de savoir ce que ça fait, comment ça fonctionne. Donc, ce sont des offres plutôt d'acculturation. Donc, on accompagne nos clients. Donc, qu'est-ce qu'on propose ça, hein. On accompagne nos clients dans des formats variés pour pouvoir les aider d'abord à comprendre ce qu'on peut en faire, ce que c'est quoi les limites, et puis derrière, travailler directement avec leur propre cas d'usage pour aller les chercher, les extraire, les construire, les identifier, les prioriser afin de les positionner dans une trajectoire de transformation. Et là, on va les accompagner sur les différents piliers que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire talent, outils accélérateurs, vous voyez, hein, équipe de recherche, tout notre savoir-faire est distillé et proposé pour cette acculturation, cette définition des cas d'usage. Ensuite, à l'opposé, si vous voulez, du niveau de maturité, il y a des gens qui sont déjà très, très, très en avance sur ces sujets-là. Et là, leur sujet, c'est plutôt capacitaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps d'investiguer toutes les pistes. Et donc, ils nous sous-traitent directement des sujets très précis, de type, est-ce qu'on peut utiliser l'IA générative pour faire de meilleures prévisions? Je vais exprès de prendre ce cas-là, parce que ce n'est pas du tout à ça qu'on pense quand on fait de l'IA générative. Ben, c'est une excellente idée qu'il faut tester, puisque finalement, quand on regarde une courbe, écrire la suite, c'est-à-dire trouver les mots d'après, hein, ou les chiffres d'après, eh bien, c'est prévoir, en réalité. Donc, on est en train d'investiguer ce genre de choses. Donc, il y a aussi cette capacité à aller creuser des sujets très précis, très pointus, pour des boîtes qui sont déjà très, 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 très matures sur ces sujets. Et il y en a. Il y a plein de gens brillants. Il y a énormément de gens brillants dans nos clients, dans nos équipes. La difficulté, c'est qu'ils ne peuvent pas tout faire. Il y a l'opérationnel aussi. Et donc, si on veut garder sa position de leader, eh bien, il faut continuer à innover et puis à chercher ce qu'on pourra faire demain. Oui, cela passe notamment peut-être aussi par la création de logiciels dédiés, de logiciels spécifiques. Oui, tout à fait. C'est tout à fait le cas. Alors, encore une fois, soit on va augmenter ce qu'ils existent déjà, soit on va en créer de nouveaux, tels qu'une plateforme d'AI spécifique où on va retrouver tous les modules qui vont pouvoir être utilisés dans l'ensemble de nos applications. Donc ça, c'est un cas particulier, mais c'est un peu l'idée. C'est que effectivement aussi en interne, c'est un point qu'on n'a pas évoqué encore, nous-mêmes, on ne va pas tomber dans le piège du cordonnier, nous-mêmes, nous sommes en train de nous équiper pour accélérer, par exemple, une réponse de qualité à nos clients suite à un appel d'offres. On va utiliser donc beaucoup plus de connaissances pour pouvoir mieux comprendre le problème ou la problématique de nos clients et leur proposer une solution qui, elle, a déjà été testée dans nos différents pays, par exemple. Vous voyez, donc, c'est des choses qu'on va pouvoir, on va améliorer en qualité, hein. C'était le deuxième axe, hein, c'est rapidité, qualité, en fait, en réalité, mais pas créativité. Bon.
Dernière chose, qui sont vos clients aujourd'hui? Alors sans citer forcément de nom, mais plutôt des typologies de clients de manière générale? Alors ça, c'est une très bonne question. Ce qui tire l'IA dans les plus grosses demandes, c'est la banque en premier, avec le service client, par exemple, comment je peux améliorer mon service client sans rentrer trop dans le détail. Nous avons également donc banque, assurance, ça c'est très, très important, c'est très lié. Il y a beaucoup de demandes. Ensuite, on a le retail, hein, c'est la grande distribution, évidemment, hein, encore une fois, ce sont les précurseurs et là, ils ont des intérêts particuliers dans la génération de fiches produits parce que j'en ai trop, la génération de contenu, on va dire, que ce soit pour des opérations marketing, pour des offres personnalisées. Donc, on a ces sujets-là. On a tout ce qui est chatbot avec la relation client, hein, bien entendu, dans le retail aussi. Ensuite, on a l'industrie. Alors, encore une fois, hein, les messages en Europe sont assez clairs. Il faut se réindustrialiser. Ça se fait. Hein, il y a pas mal d'industries qui sont en train d'être construites. Elles sont construites data-centrées pour pouvoir accueillir ce genre de technologie dès le départ. L'idée, c'est encore une fois d'utiliser, lorsque ça fait sens, ce type de techno dès l'origine. Donc, l'industrie, oui, beaucoup. La maintenance prédictive aussi. La surveillance des magasins, les gestes un peu bizarres sur une zone de sécurité où devrait y avoir personne, par exemple. Souvenez-vous, hein, on analyse tous les gestes tout à l'heure avec nos chercheurs, donc on peut transposer des gestes inadéquats, inadaptés. On peut travailler aussi sur la formation et la pédagogie. Là, je ne suis pas super fan du métaverse au sens large. D'un point de vue de pédagogie, formation, on remarque quand même que l'effet de mémoire est bien supérieur dans le métaverse, donc il y a une réalité. Avec des technologies encore plus abouties, on arrive à décliner le geste du chirurgien. Enfin, on arrive dans des choses qui sont tout à fait intéressantes et très précises. Donc, dans l'industrie, dans le médical, hein, je viens de vous le dire comme transition, le médical jusqu'au labo pharma, évidemment. Le labo pharma, c'est générer des médicaments, en fait, hein, c'est ça qui font du bien, on va le dire comme ça. C'est ça l'idée, pour simplifier. Donc, finalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout le monde s'y intéresse. Les grands, ceux qui y vont vraiment avec du vrai sponsoring, c'est plutôt ceux que je vous ai cités tout à l'heure. Mais il y a énormément d'expérimentation. C'est un marché en phase de stabilisation, là, en réalité. Hein. Très bien, écoutez, c'est vraiment très intéressant. Pour terminer, j'ai pour habitude, vous le savez peut-être, de poser une petite question impertinente, sinon provocatrice. Celle que j'aimerais vous poser aujourd'hui, Gilles, c'est savoir si l'intelligence artificielle est-elle un rempart à l'ignorance naturelle? Oh là, ça, c'est une très, très bonne question. Alors, si on se réfère à l'opposé de l'ignorance, c'est la connaissance, oui, d'un point de vue humain, et je comprends du coup la question. Eh bien, je pense que si on a une vision optimiste de cette technologie, finalement, c'est mettre à disposition la connaissance pour tous. Alors, sans filtre, etc., ok, mais ça, ce sont que des contraintes. Mais sur le concept de la valeur globale, c'est comme si vous étiez capable de mettre à disposition, alors sous réserve d'un accès, mais globalement, en tout cas beaucoup plus vulgarisé, comme le téléphone, l'encyclopédie universaliste dans tous les sens, dans toutes les langues, etc. Donc, de ce sens-là, moi, je pense que oui, ça peut vraiment nous aider dans la capitalisation de notre connaissance. Ça peut nous aider dans la transmission de cette connaissance. Je pense que c'est très important, puisque humainement, on commence à avoir du mal à stocker cette connaissance. On le voit bien, d'ailleurs. Et donc, on va être confronté de plus en plus, et je l'espère, puisqu'on va continuer à découvrir, à progresser, une connaissance qui sera de moins en moins domptable et en tout cas pas maîtrisable dans un temps humain ou dans une vie. Et donc, cette technologie est un apport de stockage de notre savoir, de notre savoir-faire. Donc, bien utilisé, oui, pour moi, c'est vertueux. Ça sera vertueux. Alors, sous réserve de ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, mais sur le principe, oui, c'est un relais. C'est un relais de la connaissance et c'est peut-être le professeur de demain, oui, je pense. Merci Gilles pour vos explications aussi éclairées qu'éclairantes. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt avec CGI pour un nouvel épisode de ce podcast sur paperjam.lu et toutes vos plateformes de streaming favorites. Excellente journée à toutes et à tous.